Retenez ce chiffre, 39. 39%, c'est le taux d'approbation du président des États-Unis aujourd'hui, en avril 2026, le plus bas des 2 mandats. Les journaux écrivent que c'est une catastrophe. Les chaînes câblées parlent d'un effondrement. Ceux qui attendaient depuis 10 ans pour voir ça écrivent que c'est la fin du projet. Hurrah! Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de complètement opposé. Je vais vous dire que ce chiffre 39, ce n'est pas une catastrophe, c'est un signal. Et ce signal, c'est maintenant je vais dire quelque chose qui ne sera pas tout de suite compréhensible, mais je vais l'expliquer. C'est la meilleure nouvelle que nous ayons reçue cette année. Et à la fin de cette conversation, je vous promets stand-up. Il y a 2 choses claires dont presque personne ne parle aujourd'hui dans notre communauté. Premièrement, quelle porte vient exactement de s'ouvrir devant nous dans nos relations avec l'Iran ? Pourquoi presque personne ne l'a remarqué reste pour moi totalement incompréhensible, n'est-ce pas ? Et deuxièmement, 3 mesures concrètes qui vont complètement renverser la situation. Et un calendrier précis sur lequel nous verrons quand les prix commenceront à baisser, quand la cote commencera à se rétablir et quand la victoire deviendra visible pour chacun. Y compris, justement, ceux qui rient aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai aussi de ce que vous voulez tous savoir. Pourquoi, comme beaucoup le disent, personne n'est jugé, et ce qui se passe réellement à ce sujet. Ni invention, ni bavardage, ni rumeur. Finissons-en avec les sujets du moment. Et je vais vous faire plaisir, mesdames et messieurs. Mais je veux commencer par l'événement le plus répugnant qui s'est produit hier, sur les ondes de la télévision américaine. En termes de répugnance, cela se compare aux affirmations des Européens selon lesquelles, bien sûr, la violence politique doit être exclue de notre vie. Mais on peut comprendre celui qui a tenté d'attenter à la vie de Trump. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre. Après l'attentat, l'une des émissions d'analyse les plus connues des États-Unis, 60 Minutes, a demandé une interview au président. Naturellement, la question de l'attentat était centrale. On a discuté de la personnalité de l'auteur de l'attentat, de sa motivation, ainsi que de tout ce qui s'est passé avant, pendant et après cet événement. Et c'est là qu'a éclaté le scandale. Bien sûr, il s'agit d'un scandale qui a commencé après une question absolument révoltante de l'intervieweur. Écoutez seulement ce qu'elle demande. Et quel baratin elle essaie de faire avaler à ses auditeurs en essayant de leur transmettre exactement ce dont on leur a lavé le cerveau, ainsi qu'à tous les autres citoyens des États-Unis d'Amérique, les médias. Elle a décidé de glisser ça dans l'interview, l'information selon laquelle Trump est un pédophile, un meurtrier, un salaud et bien sûr un fasciste. Mais bon, inutile que je vous raconte, écoutez par vous-même. Monsieur le Président, ce soi-disant manifeste est un document stupéfiant. Apparemment, il y indique le motif. Il écrit « Les fonctionnaires de l'administration sont des cibles ». Et il a aussi écrit « Je n'ai plus l'intention de laisser un pédophile, un violeur et un traître salir mes mains avec ses crimes ». Quelle est votre réaction à cela ? J'attendais que vous lisiez cela, car je savais que vous le feriez, car vous êtes des gens horribles. Oui, il a écrit « Je ne suis pas un violeur, je n'ai violé personne, je ne suis pas un pédophile, excusez-moi ». Vous avez lu ces absurdités ? Allez, elle est sérieuse? C'est précisément pour cela que Trump la tient pour responsable. C'est pourquoi c'est l'une des interviews les plus folles, le lendemain du dîner de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, où un homme a littéralement essayé de forcer le passage et de s'approcher le plus possible de Trump, mais il a été plaqué au sol en plein milieu de tout ça. Nous connaissons son manifeste, il est démocrate, il était à Blue Sky, on sait ce qu'il pense de Trump, il était au rassemblement No Kings, elle joue l'idiote, c'est absurde. Permettre à un pédophile, un violeur et un traître de salir mes mains avec leurs crimes. Qu'en dites-vous ? Je m'attendais à ce que vous lisiez, sachant que vous le feriez, car vous êtes des gens horribles. Je n'ai même pas de mots pour décrire mon attitude envers ces salauds qui ont inventé tout ça dans l'interview. Présenter soi-disant sous forme de questions tout ce qu'ils ont menti à propos de Trump, soi-disant sous prétexte de savoir ce que Trump en pense. Mais voici ce qu'ils ont obtenu. Ils m'ont mêlé à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec moi. J'ai été complètement blanchi par vos amis de l'autre côté de la barricade, voilà qui étaient impliqués, disons, dans l'affaire Epstein ou quelque chose de ce genre. Mais je me suis dit, vous savez, je vais donner cette interview. Et ils vont probablement... J'ai lu le manifeste. Vous savez, c'est un homme malade, mais vous devriez avoir honte de lire ça, parce que je ne suis pas comme ça.
Et je n'ai jamais... Excusez-moi, vous n'auriez pas dû lire ça dans 60 minutes, c'est honteux de continuer ainsi. Finissons l'interview. Il a aussi écrit autre chose. Et il y a un autre point important. Oh mon Dieu! Trump la met à nu parce qu'il connaît la tactique qu'elle a essayé d'utiliser. Encore un point dans le manifeste auquel je pense il faut prêter attention pour déterminer sa motivation. C'est qu'il séjournait à l'hôtel depuis vendredi. Il s'est installé. Il a dit qu'il avait fait du repérage et il a écrit « Mais qu'est-ce que fait le secret service ?» Il a écrit cette citation. « Je m'attendais à des caméras partout, des écoutes dans les chambres, des agents armés tous les 3 mètres et des détecteurs de métaux omniprésents. Je n'ai rien reçu. » Il a écrit « Le niveau d'incompétence est hallucinant. » Monsieur, vous avez déjà eu 2 tentatives. Eh bien, il était aussi incompétent, puisqu'il s'est fait prendre aussi facilement. Oui, je dirais qu'il était inepte. Tu sais, je trouverais une faille dans n'importe quel système de sécurité. Ces gars-là, la nuit dernière, ont vraiment fait du bon boulot. J'en parle parce que, concernant ses motivations, comme vous l'avez dit, il y avait une rhétorique anti-Trump et anti-chrétienne sur ses réseaux sociaux. Tu devrais lire ça. Pourquoi tu ne lis pas les critiques de Trump? Puisque tu as commencé, pourquoi ne pas finir de lire? Il utilisait souvent des slogans anti-chrétiens. Il faisait partie du groupe White Awakes. Il a participé à la manifestation No Kings en Californie. Qu'est-ce que le service de sécurité a dit sur ses motivations? Conseil, vous n'avez ces personnes que parce qu'il existe des opposants au roi. Je ne suis pas un roi, sinon je n'aurais rien à faire avec vous. Revenons à ce que les dirigeants du Parti démocrate et leurs principaux propagandistes disaient et disent à propos de Trump. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de soulèvement dans tout le pays. Peut-être viendront-ils. Il est temps que les gens descendent. Dans la rue, Vous devez? vous devez comprendre qu'il est un dictateur. Vous savez, il y a une menace dans les rues tant que nous n'aurons pas de menace. Ce sont des ennemis de notre État. Où est-il écrit que les manifestations doivent être si polies et pacifiques? Fais quelque chose à propos de la politique d'immigration de ton père? Des salauds. Quand ils baisseront les bras, on boira. Comment fais-tu pour ne pas aller lui tordre le cou? La principale menace ici, ce sont les hommes blancs, principalement des radicaux d'extrême droite. Il fallait frapper. J'ai dit, Tay, accepte la défaite. Il a insulté ta femme et traité les Mexicains de meurtriers sur l'escalator. Il a demandé quoi faire. J'ai dit, pars, tu serais un héros. J'ai envie de lui mettre une raclée. Si on était à l'école, je l'aurais emmené derrière le gymnase et je lui aurais donné une bonne leçon. Bois un peu. À qui ça ne... Encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails. Vous connaissez déjà cette histoire. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Vous savez tout. En ce moment, la menace pour le peuple américain dans ce pays, ce sont les républicains radicaux MAGA. C'est ça la menace. C'est ça le problème. C'est la crise à laquelle nous sommes confrontés. En entendant cela, même moi, j'ai serré les poings, grincé des dents et mes yeux lancèrent des éclairs. Que dire alors de ces personnes qui entendent cela constamment, chaque jour? Certains contenus ne peuvent pas figurer dans cette vidéo car elle serait supprimée. Donc ce que la correspondante de 60 minutes a essayé de faire passer dans l'interview avec Trump, c'est leur tactique normale, habituelle, ignoble et méprisable. En fait, ils ne peuvent pas gagner autrement. C'est pourquoi ils essaient tant de faire de leurs adversaires. Eh bien, d'effrayer le peuple et de le mettre dans un état de rage et de désir de tuer. En réalité, c'est la tâche principale du Parti démocrate aujourd'hui. Jeter de la boue, salir ceux qu'ils ne peuvent pas vaincre, en fait. Mais revenons au code de popularité et à la situation dans le pays. Ici, il y a pas mal de choses à raconter. Je me suis préparé à vous parler pendant environ une demi-heure. Ce n'est pas pour, comme on dit, vous faire perdre votre temps. C'est pour vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que là où les autres ne voient ni qu'un seul titre, nous devons, vous et moi, avoir une image complète. Mais c'est comme ça que nous travaillons, que nous réfléchissons, que nous gagnons. Et avant de commencer, s'il vous plaît, si cette chaîne vous aide à comprendre ce qui se passe, si ce que je dis tombe juste, mettez un like, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Une fonction très importante, la cloche. Sans elle, vous allez manquer la prochaine discussion, parce que YouTube devient chaque jour plus sélectif dans ce qu'il vous montre. L'abonnement plus la cloche, c'est votre voix. C'est votre oui à cette chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer. Merci à vous. Alors 39%. Voyons tout de suite ce que cela signifie réellement. Parce que les titres ne mentent pas avec des mots.
Ils mentent avec des moyennes. Quand on ouvre ces sondages et qu'on regarde à l'intérieur, ce qu'il faut faire parce que sans cela, on ne comprend pas vraiment ce que l'électeur veut nous dire. On voit des choses que personne n'écrit. La baisse de la cote est ciblée. Je vais expliquer ce que cela signifie. Le président reçoit 30%, même pas, 39%, 30% pour la façon dont il mène la guerre contre l'Iran. 30%, c'est 20% de moins que sa cote globale. 48% des Américains disent qu'ils se sentent moins en sécurité à cause de cette guerre. À mon avis, c'est naturel. Seulement 30% disent banco qu'ils se sentent plus en sécurité. Cela, je ne les comprends pas. Pourquoi se sentent-ils plus en sécurité maintenant ? Quand nous aurons soit réussi à faire changer complètement le comportement de l'Iran, soit qu'il se taira pendant 10 ans, alors là, ils pourront se sentir en sécurité. Mais maintenant, je ne sais pas. L'approbation de la façon dont le président gère le coût de la vie est de 23%. Eh bien, c'est naturel. La désapprobation est de 76%. La cote nette est de moins 53%. Oh, quel cauchemar, quelle horreur. Un déficit aussi important sur les questions économiques est presque inexistant, voire totalement absent, dans la politique américaine moderne. C'est le niveau auquel l'électeur dit « c'est fini, je ne peux plus, je ne veux plus, je ne peux plus payer ». Maintenant, prenez ces deux chiffres et placez-les sur 100%. Vous exprimez mon opinion. Que signifie le taux de base ? 23. Les deux sont profondément dans le rouge. Et regardez le reste. La frontière a toujours une cote positive. La position ferme envers la Chine reste également positive. Les questions culturelles sont toujours bien perçues. L'Amérique d'abord reste aussi positive. Chers amis, j'ai cherché depuis des années à lire Noodlebook. J'ai même pensé que j'étais NDBP, à cause des idées de Trump. L'électeur n'a pas dit que Trump s'était trompé sur la question de la frontière, qu'il s'était trompé sur la politique commerciale, qu'il s'était trompé en disant qu'il fallait mettre les Américains en premier. Rien de tout cela ne s'est produit. Rien de tout cela n'a vacillé. Qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, tout est très simple. L'électeur paie un impôt de guerre pour une guerre qu'il n'approuve pas vraiment et dont il ne comprend pas bien le sens. Et il envoie, par exemple, un signal clair, précis, urgent « Je veux que cela cesse ». 39%, ce n'est pas une condamnation, c'est un signal. Si nous posons un mauvais diagnostic, nous prescrirons un mauvais remède. Et à Washington, cette semaine, beaucoup de gens prescrivent justement le mauvais remède. Et il s'est passé la chose suivante. Deux choses se sont rejointes en une seule. Ce n'est pas deux histoires, mais une seule. La guerre avec l'Iran a fait grimper le prix du pétrole. L'Iran est proche du détroit d'Ormuz. Par ce détroit, comme nous l'avons dit plusieurs fois, passait chaque jour environ 1/5 de tout le pétrole consommé dans le monde. Quand il y a des tirs dans cette région, les traders prennent en compte le risque. Quand les traders prennent en compte le risque, le prix du pétrole augmente. Quand le prix du pétrole monte, celui de l'essence suit. Cela entraîne une hausse des prix de tout ce qui est transporté par camion, donc quasiment tout. Et voici ce qui est important. La guerre n'a pas seulement créé un problème de politique étrangère, elle a aussi créé un problème économique. Elle l'a créé sous la forme la plus visible, la plus douloureuse, celle qu'on ressent semaine après semaine. Eh bien, à la station-service et au magasin. Chaque Américain qui fait le plein de sa voiture, disons 2 fois par semaine, paie en fait une taxe de guerre. Il a les chiffres sous les yeux 2 fois par semaine. Chaque Américain qui achète un produit paie aussi une taxe de guerre. Chaque fois qu'il passe à la caisse, il se souvient que c'était différent avant, que c'était moins cher. Peut-être qu'il ne réalise pas à quel point cela lui déplaît davantage. Il n'a pas voté pour cette taxe. Il ne l'a pas approuvé, mais il ne peut pas l'éviter, il ne peut pas arrêter de manger. Et chaque fois qu'il la paie, on lui rappelle contre sa volonté qu'il y a une guerre quelque part dont il ne comprend pas vraiment la cause. C'est tout le mécanisme, c'est l'ensemble, tout le mécanisme de cette cote de popularité dont nous avons parlé avec vous. L'économie était déjà sous tension, l'inflation de l'administration précédente n'était pas complètement partie. Les salaires augmentaient lentement, les gens commençaient à peine à sentir que le pire était derrière eux, et là, la guerre. La guerre a éclaté. Et le pétrole a tout fait monter. La reprise lente s'est arrêtée. Voilà un diagnostic précis, concret, et c'est justement pour cela que c'est une bonne nouvelle. Parce que voilà ce que ce diagnostic ne signifie pas.
Il ne signifie pas que le pays a décidé que le socialisme est la solution. Il ne signifie pas que le pays veut ramener ceux qui gouvernaient auparavant. Il ne signifie pas qu'un changement culturel a été inversé. Il ne signifie pas que la question des frontières n'est plus populaire. Il ne signifie pas que la politique commerciale n'est plus populaire. Il ne signifie pas que le projet de Trump est terminé. Il signifie seulement une chose. L'électeur veut que les prix baissent. Et pour cela, il semble qu'il faille mettre fin à la guerre. Toute la liste, une seule opposition. Il veut que les prix baissent. Et il dit, faites quelque chose pour cela, sinon, je vais le dire, c'est très important, et je veux que vous compreniez bien cela. Quand un pays donne à son dirigeant une liste, disons, de 2 points, oui, là, je dirais 1 point, mais il y en a 2, oui, comme mettre fin à la guerre, les prix, ou simplement dire, baisse les prix, oui, alors ce n'est pas un pays en révolte, c'est un pays qui discute avec ses dirigeants. L'électeur ne crie pas. L'électeur parle, il dit au président exactement ce qu'il veut, baisse les prix et reviens à ce que tu as promis. Bon, là, America First et tout le reste, oui. Un dirigeant qui comprend correctement ces signaux se trouve dans une position extrêmement forte, parce que le signal est en même temps une carte, l'électeur montre, voilà, c'est ici que commence le chemin du retour, voilà, suis cette route. Maintenant, nous passons à la partie la plus intéressante. Je vous ai promis au début de vous parler de la porte qui vient de s'ouvrir. Nous allons y aller maintenant. Permettez-moi de vous rappeler encore une fois ce qui nous attend. Nous allons voir ce que l'administration américaine peut faire en ce moment pour renverser cette situation, pour la changer. Et à la toute fin de cette conversation, je vous dirai 3 mesures concrètes qui vont bouleverser tous les chiffres. Je vous donnerai un graphique indiquant quand les prix baisseront, quand la cote de popularité sera rétablie et quand la victoire deviendra évidente pour tous. J'ai souvent dit que je n'étais pas Cassandre, mais cette fois, je le suis. Restez avec moi jusqu'à la fin, cela en vaut la peine. Ces derniers jours, le gouvernement iranien a mis une proposition sur la table. Elle est sérieuse, il faut le souligner. Les Iraniens ne font pas de propositions sérieuses sans raison. Lorsqu'ils mettent quelque chose de concret sur la table, cela signifie que tout est déjà prêt chez eux pour une sortie. La proposition se compose de 3 parties. Premièrement, ouvrir complètement le détroit d'Ormuz pour la libre navigation. Deuxièmement, mettre fin à la phase militaire active de la guerre. Personne n'exige, comme on dit, le retrait de nos navires, mais il faut mettre fin à la phase active. Troisièmement, la question de leur programme nucléaire doit être reportée et traitée lors de négociations séparées qui débuteront plus tard. Je comprends qu'ils veulent gagner du temps. Et si jamais là-bas, ils ne commenceront pas les bases, et ainsi de suite. Mais je veux que vous réfléchissiez à ce que signifie chacune de ces 3 parties. Parce que quand vous comprendrez ce que cela signifie, vous comprendrez que nous sommes devant la porte et que cette porte a commencé à s'ouvrir. Le détroit d'Ormuz, donc ils l'ont ouvert. Cela signifie que la flambée des prix du pétrole, celle-là même qui alimente l'inflation et aggrave la débâcle sur ces questions, disparaît presque instantanément. Eh bien, les marchés à terme réagiront en premier. Ils réagissent donc toujours ainsi. Les stations-service réagissent aussi. À peu près. Quelques semaines, 3 ou 4 semaines. Au moment où les prochains sondages sortiront, le chiffre du coût de la vie cessera de se détériorer. Au moment où les sondages d'après sortiront, elle commencera à s'améliorer. La fin de la phase active de la guerre signifie que la deuxième blessure, c'est-à-dire la cote de gestion de la guerre, 48% de ceux qui se sentent moins en sécurité, cessera de saigner. Cette blessure ne guérira pas tant que les bombes continueront. On ne peut l'arrêter que lorsque la guerre s'arrête. C'est exactement ce que proposent les Iraniens. Arrêtons la guerre. Transférer la question nucléaire aux négociations signifie que le président ne renonce pas à l'objectif principal. Il ne dit pas que l'Iran peut avoir des armes nucléaires, il ne renonce pas au levier de pression, il transfère simplement un problème plus complexe dans un processus plus lent. C'est cela une diplomatie sérieuse, et l'essentiel ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le secrétaire d'État des États-Unis, qui pour le dire gentiment n'a pas l'habitude de faire l'éloge des propositions iraniennes, a déjà déclaré publiquement que cette proposition est meilleure que ce à quoi on s'attendait. C'est l'équivalent diplomatique d'une fusée de signalisation. C'est le discours de Washington. Réaction au fait qu'il y a quelque chose de réel sur la table.
Alors, que doit-on faire? À mon avis, ce qui suit. Tout d'abord, accepter la version de l'accord. Je ne parle pas de la première version. C'est clair, n'est-ce pas, accepter la version de l'accord. Négocier les détails si besoin, mais conserver l'essentiel. Annoncer clairement ce qui a été accompli. Le détroit d'Ormuz est ouvert. La guerre, eh bien, au moins pour l'instant, est terminée. Les intérêts américains sont protégés, l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, et nous continuerons à garantir qu'il n'en aura pas. Ensuite, il faut s'arrêter. Arrêter les opérations. Je reviendrai avec l'unité, encore une fois, peut-être pas au complet, consigner la pause par écrit et ne pas jubiler. L'électeur n'a pas besoin du défilé de la victoire. L'électeur veut que la guerre se termine et que le prix de l'essence et donc de tout le reste baisse. Donnez-lui cela et donnez-le-lui mardi matin. Et mercredi soir, vous verrez que les sociologues relanceront leur sondage. Je voudrais m'arrêter sur un point. J'ai entendu certains analystes, je pense des démocrates ou leurs agents, dire qu'arrêter la guerre maintenant serait un signe de faiblesse. Je veux répondre directement à cela car je pense que c'est faux. Cette contre-vérité a déjà coûté des élections à des présidents américains. Il n'y a aucune faiblesse à s'arrêter. Au départ, l'objectif américain était simple. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Cet objectif a progressé. Le programme iranien a été sérieusement retardé. Le détroit d'Ormuz est désormais en jeu. Et le prix à payer pour qu'il reste en jeu est sur la table des négociations. Franchir la porte que les Iraniens eux-mêmes ont ouverte, ce n'est pas de la faiblesse. Parce que la force, c'est atteindre un objectif. La force, ce n'est pas bombarder pour bombarder. Une guerre sans fin, ce n'est pas de la force. Une guerre sans fin, c'est ce que font les parties faibles quand elles ne savent pas comment gagner. Un geste fort, un geste que l'électeur soutiendra, un geste qui sera retenu par l'histoire, un geste qui portera ses fruits dans l'équilibre stratégique. Entrer par une porte ouverte, saisir la victoire et tourner la page. Très bien, c'est un diagnostic, c'est une porte, c'est une action concrète. Maintenant, parlons de la vue d'ensemble, au sens le plus large. Il ne s'agit pas de savoir comment le président va regagner quelques points sur certaines questions, mais de savoir comment ce moment va devenir un tournant qui renforcera le projet appelé Trump. America First. Pour les années à venir. Nous gagnons lorsque nous nous rappelons ce qu'a toujours été ce projet. L'Amérique d'abord n'a jamais signifié une intervention sans fin. Cela n'a jamais été une question de jouer aux policiers au Moyen-Orient. Je comprends très bien qu'Israël aimerait beaucoup que nous en finissions avec l'ayatollah. Mais si le prix à payer pour cela est la défaite de Trump, des républicains et de Trump aux élections, alors Israël risque de le sentir passer. L'Amérique d'abord, c'était autre chose. Il s'agissait d'un pays qui, avant tout, prend soin des siens, d'un pays qui commerce honnêtement avec le monde, d'un pays qui projette sa puissance. Vous savez, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour qu'on la laisse tranquille, d'un pays qui refuse de verser le sang pour les problèmes des autres, d'un pays qui connaît la différence entre défendre les siens et partir en croisade pour les autres. Voilà ce qui avait été promis. C'est cela qui a amené ce président à la Maison-Blanche. 2 fois. C'est cela qui a construit une coalition que personne à Washington n'avait prévue. Et personne à Washington n'a pu la détruire, même s'ils ont vraiment essayé. La guerre contre l'Iran, elle a eu lieu. C'était, disons, un recul, une dérive par rapport à cette doctrine. Je vais être franc, parce que nous devons être honnêtes les uns avec les autres. Quelle que soit la raison immédiate, quel que soit l'argument stratégique, la guerre a mis le projet en contradiction avec sa propre promesse fondamentale. Même si, encore une fois, j'ai soutenu, je soutiens et je soutiendrai cette campagne contre l'Iran. L'électeur. Plus intelligent que ce que pensent les sociologues, il l'a tout de suite ressenti. L'électeur n'a pas besoin d'un briefing sur la politique étrangère pour savoir que quelque chose a dévié. Il l'a ressenti à la station-service. Il est arrivé, a commencé à faire le plein et l'a immédiatement ressenti dans les informations et dans son ventre. L'électeur n'est pas toujours éloquent, mais l'électeur a presque toujours raison dans la vision d'ensemble. Oui, nous étions obligés d'entrer dans cette guerre, mais le fermier dans l'Iowa et le propriétaire d'un garage à Montal ont vu leur vie devenir plus difficile. Messieurs, je vous ai dit que nous gagnions malgré les sondages qui ont eu lieu récemment ces derniers jours. Oui, et voici pourquoi. Nous avons découvert que la baisse de la cote n'est pas due à la politique générale de Trump,
mais à une question précise, à un seul problème. Et dès que nous aurons résolu ce problème, nous rassurerons le citoyen américain qui veut vraiment l'Amérique d'abord. Alors comment allons-nous gagner ? Nous gagnons en considérant ce moment non pas comme une défaite, mais comme un ajustement. L'électeur ajuste notre trajectoire. Le président, s'il est sage, accepte l'ajustement. D'ailleurs, Clinton a fait cela après 2 ans de son mandat. Que fait le président ? Il met fin à la guerre si le peuple lui donne un ajustement. Il revient à la doctrine. Il le fait ouvertement. Il le fait de manière visible. Ouvertement, de façon évidente pour que tout le monde le voie. Et il nomme ce qu'il fait. C'est ce que Trump sait faire. Nommer, définir, promouvoir, expliquer. Et ensuite, c'est une partie dont personne ne parle encore, il utilise ce retournement pour promouvoir encore plus fortement le programme initial. Plus fortement que jamais auparavant. Voilà ce qui se trouve de l'autre côté de la fin de la guerre. Развязанная. Le secteur énergétique national. Ce type de déréglementation qui réduit réellement les prix réels des choses réelles. Une politique douanière calibrée pour l'ouvrier et non pour un titre de journal. Quand de plus en plus d'emplois dans la production sont créés. Des accords commerciaux qui placent la production américaine au premier plan. Ils réduisent à néant la production ici, non transférée en Chine, et une frontière qui reste protégée. C'est-à-dire que nous laissons entrer ceux dont nous avons besoin, ce que nous voulons. Et non pas des foules de gens qui, peut-être, ont décidé de venir ici sous l'influence de nos ennemis. Chacun de ces points est une victoire. Mise bout à bout sur 6 mois, cela devient une reconstruction. Mise bout à bout sur 1 an, cela devient un héritage. Et voici maintenant le moment pour lequel nous avons parlé pendant ces 40 minutes. Je vous ai promis 3 étapes concrètes. Je vous ai promis un calendrier. Écoutez attentivement. Première étape. Mettre fin à la guerre contre l'Iran d'ici mai. Au plus tard en mai. Pas en septembre, pas cet été. En mai. Accepter la proposition iranienne sous une forme ou une autre. Définir clairement les acquis. Arrêter les opérations. Rapatrier les unités, principalement. La conférence de presse doit être professionnelle. Sans triomphalisme. L'électeur n'a pas besoin de parade. Il a besoin d'un signal clair. C'est fini. Deuxième étape. Un tournant énergétique, clair et visible. Ouvrir le forage là où il était interdit. Lever les blocages réglementaires qui entravent la production. Activer les capacités d'exportation à plein régime, ce qui provoque un second impact sur le prix de l'essence après que l'ouverture du détroit a dissipé le premier choc. Pas un seul effet, mais 2 effets consécutifs. Troisième étape, campagne d'explication. C'est probablement tout aussi important, voire plus important que tout le reste. Montrer à l'Amérique qu'elle a la gagner. Et surtout que chaque Américain a gagné. Un médicament précis dont le prix a baissé. Un tarif précis qui a été supprimé ou ajusté. L'électeur ne récompense pas la baisse des prix. L'électeur récompense le sentiment que les prix baissent. La perception de la réalité, c'est parfois primordial, parfois même plus que la réalité. Offrez une histoire à l'électeur et donnez un nom à cette histoire. Maintenant, le graphique. Écoutez. Si la guerre se termine en mai, le pétrole se stabilise en 2 semaines. L'essence dans les stations commence à baisser au début juillet. Les sondages indiqueront une première hausse de la cote générale d'ici fin juillet, puis une nette amélioration d'ici septembre. Nous ne parlons plus de 39%, nous parlons de 45, 46 peut-être même plus. Ce n'est pas de l'optimisme à l'aveugle. C'est un graphique lié à l'économie réelle, à la dynamique politique réelle, que nous avons déjà vu de nombreuses fois. Les sondages suivent toujours la politique avec un décalage d'1 mois et demi à 2 mois. Les prix de l'essence suivent toujours le pétrole avec un décalage de 5 semaines maximum. C'est des mathématiques, ce n'est pas une question de croyance. Je voudrais terminer sur une note personnelle, parce que je fais cela depuis longtemps. J'observe la politique américaine de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai déjà vu de tels moments auparavant. J'ai vu des présidents avec 39% qui s'arrêtaient de là. J'ai vu des présidents avec 39% qui revenaient plus fort que jamais. La différence entre eux n'a jamais été dans le chiffre lui-même. La différence, c'est de savoir si l'histoire de base peut être corrigée. Et si le dirigeant est prêt à corriger, cette fois, l'histoire peut être corrigée. Dialogue.
Le dialogue avec les Iraniens est en cours. Notre diagnostic est précis. La porte est ouverte. L'intérêt politique coïncide parfaitement avec l'intérêt stratégique. Une bonne décision et une décision populaire sont identiques. Met fin à la guerre avec eux et fait baisser les prix, revient à la doctrine. L'électeur le demande. Les Iraniens proposent une issue confirmée par les secrets d'État. Reste une question. Allons-nous la saisir ? Je crois que oui. Même si peut-être que Donald Trump a quelque chose de mieux en tête. Je crois que ce président a déjà montré qu'il s'est changé de cap rapidement. Quand les chiffres lui parlent, il a changé de cap sur la politique fiscale quand il le fallait, il a changé de cap sur les nominations, il a changé de ton quand il le fallait. Cet homme sait lire et comprendre les chiffres. Les chiffres lui disent dans mon état d'arrêter la guerre. Maintenant, les chiffres lui disent dans mon état d'arrêter la guerre. Parce que tu dois le faire. Baisser le prix de l'essence, j'y crois parce que l'alternative, c'est ça. Prolonger la guerre dans l'espoir que quelque chose change ne mène qu'à un seul endroit, au référendum lors des élections. 26 ans de guerre qui essaient la base du Parti républicain, la base MAGA, la base de Trump. Eh bien, il ne veut pas perdre le Sénat, perdre la Chambre, perdre la doctrine pour une génération, le président, j'en suis sûr. Il me semble que cela n'arrivera pas, il y a trop de flair politique et il y a trop d'enjeux pour nous tous. Donc je m'attends à ce que dans les semaines à venir, nous voyions la guerre commencer à se terminer. Je m'attends à ce que les prix de l'essence commencent à baisser. Je m'attends à ce que les sondages commencent à remonter. Et je m'attends à ce que, lorsque nous en parlerons dans un an, le chiffre que nous mentionnerons ne sera pas 39, ce chiffre sera tout à fait différent. Il s'agira des emplois que le projet a conservés, des usines, des emplois, des usines qui sont revenues au pays, des réglementations qui ont été supprimées. Encore une fois, ce n'est pas de l'optimisme aveugle, ce ne sont pas des applaudissements, c'est un optimisme fondé sur des données, sur un diagnostic, sur une porte qui s'ouvre juste devant nous et sur un simple fait politique. L'électeur a donné au président une mission claire et c'est la bonne mission. Quand vous éteindrez cet écran et que vous verrez les gros titres annonçant que la cote du président s'est effondrée, je veux que vous vous souveniez de 3 choses. Premièrement, la baisse n'est pas ce qu'ils disent, la baisse est ponctuelle. 2 blessures précises dans 2 domaines précis, toutes 2 liées à une guerre précise et par une action précise, ces 2 problèmes sont résolus. Nous mettons fin à la guerre et la proposition est sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, les intérêts politiques et stratégiques sont alignés. Troisièmement, de l'autre côté de la fin de la guerre, il n'y a pas une simple reconstruction tranquille, mais une version plus forte du projet que celle que nous avions auparavant. Un projet corrigé par la volonté de notre propre peuple. Un projet qui revient à sa promesse initiale. Un projet qui avance avec une grande clarté. Avec plus de clarté que jamais, l'électeur parle, il a parlé, le leader écoute, la voie est ouverte, les chiffres suivront la politique suivra les électeurs, et l'électeur a raison, le client a raison. C'est pourquoi sans que, avec les sondages là où ils en sont actuellement, je suis plus optimiste que je ne l'ai été ces derniers mois, parce que je sais ce que je regarde. Je vois un pays assez sain pour tenir tête à son propre dirigeant. Il résiste et un dirigeant assez intelligent pour entendre cette poussée, ce coup de coude, ce coup de pied et ce corrigeur. Ce n'est pas l'image d'une république en détresse, c'est l'image d'une république qui fonctionne exactement comme elle a été conçue pour fonctionner. Merci à vous et gardez la foi, car il y a beaucoup de choses dans lesquelles croire. Et les 6 prochains mois seront bien plus intéressants et bien plus optimistes que ce que ces personnes de l'autre côté de l'écran veulent vous faire croire, à savoir que tout est horrible. Eh bien d'accord, je vais maintenant vous dire ce que j'ai dit au début, à savoir pourquoi il n'y a pas de procès. Alors que nous connaissons les crimes commis par un très grand nombre de personnes. Messieurs, savoir que quelqu'un a commis un crime, c'est bien sûr plus que de le soupçonner. Oui. Mais pour pouvoir saisir la justice, il faut au moins que le délai de prescription pour de tels crimes ne soit pas dépassé. Autrement dit, si le délai de prescription pour un crime est de 5 ans par exemple, et que vous saisissez le tribunal 5 ans et un jour après, le tribunal n'acceptera tout simplement pas votre plainte. Vous pouvez apporter des photos, même des aveux de la personne elle-même, n'importe quoi. Personne n'examinera l'affaire si le délai de prescription est expiré.
La plupart de ce que les démocrates ont fait en 1620 ne peut pas être examiné. Nous sommes déjà en 2026 maintenant. Vous allez dire, toute leur activité criminelle restera-t-elle vraiment impunie ? Non, cela ne veut pas dire ça. Mais pour cela, il faut trouver une infraction dont le délai de prescription dépasse 5 ans ou n'expire jamais, ou encore autre chose. Et je veux vous rassurer. Le directeur du FBI, Kash Patel, vient tout juste de révéler lors d'une interview avec Maria Bartorova sur Fox Business ce que nous savions déjà en réalité. Quelques milliers d'agents du FBI travaillant à la collecte de preuves sur l'article en question. Là, j'expliquerai ce qui arrive avec le délai de prescription. L'article s'intitule « Complot ». C'est-à-dire que si l'on prouve qu'il y a eu un complot visant à empêcher Trump d'accéder au pouvoir ou à renverser son administration, alors ces 5 ans n'ont aucune importance. Si je commence à expliquer maintenant, en cas de complot, lors d'une accusation de complot, le délai de prescription ne commence pas à partir du moment où le crime initial a été commis, mais à partir du moment, comme ils le disent, du dernier acte dans le cadre du complot. C'est-à-dire que si au moins un des participants au complot a entrepris une quelconque action dans le cadre de celui-ci, disons hier, alors le délai de prescription est remis à 0 et recommence à courir. Si l'on requalifie les actions de 2016 à 2020 comme un seul complot continu et que l'on prouve que ces participants ont entrepris certaines actions en 2023, 2024 par exemple, ont entravé la justice. Ils ont agi, se sont coordonnés et ont tenté de dissimuler quelque chose. Alors le délai de prescription de 5 ans est encore loin d'être expiré et le crime pourrait légalement être poursuivi selon le droit américain. Oui, bien sûr, cela a déjà été utilisé, rien de nouveau, mais l'essentiel est d'identifier les actions des participants qui ont eu lieu le plus près possible d'aujourd'hui. C'est pourquoi, messieurs, toutes ces affaires dont nous avons parlé ne seront pas examinées séparément, mais seront présentées au public américain, comme un immense réseau, comme une toile d'araignée qui englobait le Parti démocrate, tous leurs complices et leurs sbires, y compris la presse, et qui ne s'arrêtaient pas une seule seconde. Autrement dit, ce ne sont pas des individus isolés, ni même des organisations séparées qui seront jugées, mais ce qu'on appelle l'État profond. À mon avis, c'est une excellente nouvelle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si cette conversation vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre cela. On se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. À suivre.